France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. Émission spéciale élections législatives. Le troisième débat sur France Bleu Béarn Bigorre pour cet entre-deux tours des élections législatives. Ce soir, ce débat concerne la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Najat Sadouki. Oui, deuxième circonscription, vous le disiez, des Pyrénées-Atlantiques, du 64. Alors, si vous voulez un peu situer au niveau géographique, cela concerne le nord-est du département, une partie également de l'agglomération paloise. En tout, sur cette circonscription, 83 000 électeurs et les deux qualifiés donc pour le second tour sont là autour de la table ce soir pour débattre, pour vous convaincre également. Jean-Paul Mattei, tout d'abord le député sortant pour la majorité présidentielle, et puis également Cécile Faure pour la NUPES. France Bleu, spéciale élection. Jean-Paul Mattei, bonsoir. Bonsoir. Cécile Faure, bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés aussi, on ne va pas oublier notre partenaire du journal Sud-Ouest, journaliste qui va également co-animer ce débat, Marie-Lila Vidal. Bonsoir Marie-Lila. Bonsoir. Première question, j'ai envie de vous dire pour vous, tout d'abord, député sortant. On rappelle tout d'abord les scores. Cécile Faure, vous êtes écologiste, vous êtes arrivée en deuxième position pour la NUPES avec 25,5% des voix, 9 points derrière Jean-Paul Mattei qui est arrivé donc en tête de ce premier tour des législatives avec 34,2% des voix. Priorité donc aux députés sortants. On peut le dire, vous êtes en ballotage favorable. Ça y est, les jeux sont faits, vous avez gagné ? Ah non, pas du tout. Je crois qu'il y a à peu près un peu moins de 4000 voix de différence. Donc, il peut y avoir les abstentionnistes qui votent. Non, il ne faut pas être, je dirais, se dire que ça y est, c'est gagné. Pas du tout. La campagne entre les deux tours est assez courte. Mais vous êtes quand même dans une position confortable. Oui, mais encore une fois, c'est les électeurs qui décident. Il y a quand même des reports de voix dont on maîtrise mal, l'origine et autres. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, je peux pas dire je suis serein. Je suis déterminé, mais tout peut arriver dimanche prochain, bien sûr. Vous êtes en tout cas bien loin de votre score d'il y a 5 ans, après la première élection d'Emmanuel Macron. Quasiment, en tout cas, vous étiez à 41,64. Là, vous êtes à 34, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous payez un peu le bilan du président ? Alors, d'ailleurs, vos journaux l'ont relaté, j'étais un peu déçu dimanche, mais après l'analyse des scores, je me suis rendu compte que je suis à peu près 10% au-dessus de ce qui se fait au niveau national. Donc, je ne suis pas vraiment déçu, mais il faut analyser le recul. Effectivement, c'est un gouvernement, un président sortant, une assemblée sortante. Il est normal qu'il y ait l'usure du pouvoir, des critiques certaines justifiées, certaines injustifiées. Donc, après l'analyse du scrutin, je me suis dit non, c'est pas si mal que ça. Il n'y a pas de cocorico. Encore une fois, j'ai analysé l'ensemble des voix. Il y a l'abstention, toujours, qui est quand même relativement angoissante pour ce type d'élection. C'est quand même une élection très importante. Donc déçu, c'est vrai, dimanche soir, parce qu'on a fait une campagne intense. Mais bon, ça nous remet les idées en place. Cécile Faure, donc candidate de la NUPES, vous êtes arrivée en deuxième position, 25,5%. Comment vous considérez ce score ? Finalement, c'est un bon score pour vous ? Ah oui, alors bonsoir déjà, j'aimerais déjà pour dire que je suis ravie d'être là ce soir pour ce débat qui va nous permettre d'éclaircir un certain nombre de points du projet que nous portons. Et j'aimerais aussi remercier France Bleu, les journalistes pour l'organisation. Je salue au passage les auditeurs. Et je remercie les électeurs puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire, donc ceux qui ont voté pour nous au premier tour. Alors, quant à votre question, donc 25%, oui, c'est un très joli score. La NUPES a fonctionné puisqu'on a réussi à capitaliser sur les différentes voix. Donc l'union de la gauche s'est bien faite. Elle s'est faite aussi chez les électeurs qui sont reconnaissants finalement de ce qu'ils avaient demandé après la présidentielle. Ils voulaient un candidat unique pour pouvoir avoir la possibilité qu'on accède à l'Assemblée nationale et qu'on fasse voter un certain nombre de lois sociales, solidaires. À vous écouter, on dirait que c'est déjà fini. Il reste un second tour. Alors, il reste un second tour. En fait, on est vraiment dans la rue. On est
partout pour rencontrer les gens. On va les voir et effectivement, on pense on a rencontré déjà lors du premier tour, lors de la campagne du premier tour, beaucoup d'abstentionnistes qui en avaient des gens désabusés, qui n'y croyaient plus, auxquels en fait les différentes politiques précédentes ont fait beaucoup de mal. Et on se sent, moi je me sens en tout cas en charge de ce contrat de confiance. Je vais vers eux et je vais leur parler j'espère leur promettre des choses qui seront réalisables. Voilà, donc c'est pour ça que je présente ce projet de la NUPES qui, à mon avis, répond vraiment à des problématiques très précises qui sont aujourd'hui remarquées. Marie-Lila Vidal. Cécile Faure, comment vous allez convaincre justement les abstentionnistes d'aller voter ? En parlant justement, alors généralement ça m'est arrivé hier dans plusieurs maisons dans lesquelles on est passé, des gens qui n'avaient pas été votés au premier tour, qui sont inscrits sur les listes électorales et on discute de leur vie. Alors hier je suis tombée sur une soignante, je suis tombée sur des personnes qui en fait se sont senties peu écoutées jusqu'à présent, notamment lors du dernier mandat, et on leur explique en fait, parce qu'ils n'ont pas forcément la patience ou l'accès, on va dire, au programme de la NUPES, et nous on leur explique voilà ce qui est prévu, voilà on sera, on l'espère, très nombreux à porter ce programme-là à l'Assemblée nationale, et donc on a des chances de faire passer un progrès social net par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Et on rétablit en fait ce dialogue qui peut-être avait été un peu usurpé lors du dernier mandat. Élections législatives, les débats de l'entre-deux tours sur France Bleu Béarn Bigorre. Troisième débat sur France Bleu Béarn Bigorre pour cet entre-deux tours des élections législatives. Il est 18h36. Ce soir, le débat concerne la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Najet Sadouki. Cécile Faure parlait des abstentionnistes. Vous aussi, pour passer la barre des 50%. Vous allez parler à ces abstentionnistes ? Oui, on a parlé. Alors notre campagne, elle a été une campagne de terrain, puisqu'on a fait 90 communes de la circonscription. On a rencontré des associations et autres. Donc on a échangé sur plein de sujets. C'est vrai qu'on a axé notre campagne vis-à-vis des élus du territoire. Bon, moi-même, j'ai été maire pendant 16 ans, donc il y a un dialogue qui se fait assez facilement avec les élus du territoire. Ils sont eux aussi passés par le suffrage universel, même dans les communes rurales. Donc je trouve qu'ils ont une expérience et une pertinence dans leurs propos. Mais aux électeurs, qu'est-ce que vous allez dire ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire là ? Je pense que c'est un moment de démocratie. Il faut saisir. Tout le monde peut voter. Il faut absolument aller voter. L'abstention, je trouve que c'est une perte de chance, que ce soit d'un camp pour un autre. Donc on a la possibilité de faire changer les choses ou de faire une société. Alors on n'est pas d'accord sur nos programmes, bien évidemment. On n'a pas la même vision. Moi j'ai dit que c'était un débat de société. C'est vrai, on a deux visions de la société qui sont différentes. Donc c'est ça qui est intéressant. Et pour essayer de confronter nos points de vue. Vous parlez justement de cet abstentionnisme. Est-ce que vous avez votre part de responsabilité ? Quand je dis vous, la majorité quand même. Parce que l'abstentionnisme, même dans votre circonscription, a augmenté en 5 ans. L'abstention. Tout le monde a une part de responsabilité. Mais est-ce que personnellement j'ai une part de responsabilité ? J'ai essayé d'être un député un peu besogneux, comme je dis en riant, très présent à l'Assemblée, essayer de jouer le rôle de député à plein. Je suis absolument opposé au cumul des mandats. Je me consacre à mon mandat de député. C'est un mandat intense. Parce que vous parlez du cumul des mandats. Vous avez dit, vous avez déclaré, c'est votre deuxième et dernier mandat peut-être de député. J'ai 68 ans. J'ai décidé que le travail n'est pas terminé et je considère que j'ai choisi un suppléant en la personne de Jean-Christophe Roux, qui est le maire d'Assat. Et c'est vrai, clairement, alors après, ce sont les électeurs qui décideront. Ce sera le système d'élection que nous aurons. Est-ce que ça sera la proportionnelle ou pas ? Peut-être que c'est la dernière élection qu'on fait sur ce type à partir de circonscription. Mais c'est passionnant de rencontrer les gens sur le terrain et d'échanger. Ça a été passionnant. Cécile Faure, je voulais répondre répondre à M. Mattei, parce que justement, quand on est sur le terrain, enfin, comme vous l'avez probablement été, mais on a eu des retours quand même par rapport à un certain nombre de positions alors, que vous avez prises ou pour lesquelles vous avez été absent, notamment dans les votes, par exemple, pour la suppression de l'ISF. C'est quelque chose qui est mal passé, notamment auprès des populations les moins aisées de la circonscription.
vous avez voté pour le prélèvement forfaitaire unique, donc c'est-à-dire le prélèvement sur les revenus mobiliers de 30% qui pénalise quand même les petits propriétaires. Et vous étiez absent pour un vote sur l'égalité professionnelle. Donc c'est un texte qui prévoit un seuil de parité homme-femme dans les instances dirigeantes et qui permet le pouvoir d'achat des femmes, qui aujourd'hui est quand même inférieur à celui des hommes. Et un dernier point, l'instauration d'un revenu social étudiant, vous avez voté contre. Et donc je pense, si je peux me permettre, qu'aujourd'hui, malheureusement, vous payez les frais d'une politique qui est quand même très peu sociale et qui a été très peu tournée vers la population, en tout cas la population qui attend de l'État qu'elle soutienne et qu'elle ne laisse pas tomber dans la précarité. La suppression de l'ISF était annoncée. D'abord, il n'y a pas eu de suppression de l'ISF. Il y a la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Bon, il faut quand même remettre l'importance en perspective, mais ça représente 2 à 3 milliards de moins de recettes fiscales pour l'État. Bon, c'est certes un montant, mais sur la flat tax, j'ai déposé plusieurs amendements pour essayer, ou ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, j'ai déposé des amendements pour essayer de monter un peu. C'est un impôt qui a marché. Ça a ramené des investissements en France. On a créé plus de 1100 entreprises en France, des entreprises industrielles. Donc le chômage a baissé. On ne parle plus de problème de chômage, ou beaucoup moins en France. On a un problème d'adéquation. En effet, le chômage a baissé. D'ailleurs, M. Macron l'a dit au deuxième tour de la présidentielle. Le chômage a baissé, certes, mais parce qu'il y a une précarité qui s'est installée aujourd'hui dans le travail. Une précarité, on a privilégié le CDD, quand ce n'est pas carrément l'ubérisation de certains métiers. On a énormément d'auto-entrepreneurs qui n'arrivent pas à finir les mois. Et puis, on peut revenir aussi quand même sur une des propositions de la NUPES aujourd'hui, qui est celui de remonter le SMIC à 1 500 €. C'est un minimum parce que réellement, aujourd'hui, en fait, le pouvoir d'achat, et c'est-à-dire on n'arrive pas à vivre avec un SMIC. Mais même avec 1 500 €, on n'arriverait pas à vivre. On a un vrai problème de précarité. Voilà, exactement. Et donc, on est obligé de travailler là-dessus et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Mais la NUPES propose à la fois de remonter le SMIC. D'ailleurs, le SMIC est à 1 305 net dans la poche aujourd'hui, plus la prime d'activité. Donc, on n'est pas loin des 1 500. Ce n'est pas suffisant, je suis d'accord. Après, quand vous êtes dans une entreprise, moi je connais bien le monde de l'entreprise, vous avez ce qu'on appelle l'échelle des salaires. Si j'augmente le SMIC, si le salaire qui est à 1 500, 1 600, je dois peut-être lui aussi l'augmenter. Ensuite, vous proposez... Le programme de la NUPES, c'est derrière prévoit des discussions entre les branches vous n'allez pas, les accords ou alors de branche on change. Les salaires de tout le monde. Je sais que quand j'ai lu attentivement le programme de la NUPES, qui est très riche, mais qui est assez, je considère, assez dur, qui change complètement de vision de la société. Envers qui, M. Jean-Paul? Par exemple, sur le SMIC, 1 500 plus le blocage des prix, vous faites comment pour les petites entreprises? Parce qu'on accompagne les TPE, PME. L'idée, c'est surtout pas de briser l'entrepreneuriat français, c'est de permettre aujourd'hui que le travail rapporte et permette de vivre jusqu'à la fin du mois. Toutes les personnes avec un certain niveau, non pas d'aisance, mais en tout cas... Mais on a d'autres outils. On a des outils qui peuvent être l'intéressement, la participation. L'entreprise, je dirais, c'est une belle aventure. On parle aussi du gel du point d'indice des fonctionnaires. Là, tout d'un coup, il faudra aussi agir à un moment. Bien sûr. Bien sûr, mais tout ça, ce sont des dépenses et il faut quand même que l'on crée l'économie. Franchement, quand je lis le programme de la NUPES, je ressens, mais peut-être que je me trompe, une crispation, un blocage de l'économie, parce que vous allez prendre telle mesure dans beaucoup de domaines qui sont peut-être légitimes. À mon avis, on peut y arriver avec plus de temps et de... Souvent, c'est le procès qu'on vous fait en disant où vous trouvez l'argent. Il y a 170 économistes, dont Thomas Piketty et d'autres, qui viennent de signer une tribune. Qui viennent de signer une tribune, je peux dire, mais en tout cas, il y en a 170, donc il n'y a pas que Thomas Piketty, je pense que c'est un des plus célèbres, qui ont signé donc une tribune pour dire que le programme de la NUPES est viable et peut fonctionner. Effectivement, ça demande de voter un certain nombre de lois et de voter un budget qui est différent de celui qui est voté aujourd'hui, avec un déplacement de l'importance qu'on va mettre à certains projets et à d'autres. Voilà. L'autre chose sur laquelle on n'a pas du tout parlé, mais qui est finalement à la fois qui nous tombe sur la tête, qui est le réchauffement climatique, mais qui est également, on va dire, un ressort économique, puisqu'on est obligé de réorienter toute notre économie. Ça va être toute l'énergie entrepreneuriale qui va être mise au service de l'écologie, notamment du BTP, de l'aménagement du territoire, des transports publics, de l'énergie. Il y a tout un secteur d'activité qui n'existe pas aujourd'hui. Si vous empilez les normes,
Si vous empilez les normes, vous allez, pour discuter avec les entreprises, vous risquez en quelque sorte, là aussi, d'avoir un manque d'élan au niveau de l'entrepreneuriat. Juste pour revenir sur l'écologie, Jean-Paul Mattei, Oui. parce qu'on parle quand même concrètement de nos électeurs sur la 2e circonscription. C'est beaucoup une terre agricole, il y a beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de petits villages. Quelles sont vos propositions justement avec ma collègue de Sud-Ouest, donc Marie-Lila Vidal? Vous parliez des nombreux agriculteurs qui sont obligés, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Oui, effectivement. Et puis, on a aussi un recensement agricole qui est très, très mauvais pour les exploitations. On sait qu'en 10 ans, on en a perdu 100 000 sur le territoire. Monsieur Mattei, comment vous faites pour enrayer ce phénomène? Alors, j'ai visité beaucoup d'exploitations agricoles. J'étais au débat, mais vous n'étiez pas présente. J'ai vu le monsieur de la FNSEA Voilà, après. Mais j'ai échangé avec les agriculteurs. Moi, c'est des métiers que je connais depuis très longtemps. On a un problème, effectivement, je dirais, de revenus sur les exploitations agricoles, notamment en matière de production laitière, pour l'élevage et autres, qui sont, je considérais, des exploitations un peu différentes, qui nécessitent beaucoup de présence et beaucoup d'investissement. Moi, je dis que beaucoup d'exploitants agricoles ont une démarche vertueuse. Ils essaient de s'améliorer. Moi, je suis assez impressionné par les efforts qui sont faits par les exploitants agricoles. Voilà, il faut les accompagner. On a un problème du foncier aussi. La captation du foncier, d'ailleurs, je crois que ce matin, vous aviez Jean-Bernard Saint-Pastou qui a déposé une loi sur le foncier qui va pas assez loin. J'espère qu'on aura une grande loi d'orientation agricole qui est excessivement importante pour maintenir les exploitations. Alors, c'est pour les agriculteurs. Qu'est-ce que vous faites? Moi, justement, pour les agriculteurs, donc du coup, vous avez été à la réunion de la FNSEA. Moi, j'ai fait une réunion sur la sécurité alimentaire et donc sur l'agriculture et l'agroécologie, l'agriculture biologique. Aujourd'hui, notamment, les nouveaux arrivants de nouveaux agriculteurs ont du mal à obtenir des terres. La SAFER, qui est une organisation chargée donc de distribuer les terres agricoles, on va dire peut-être pour X raisons que je ne connais pas, aujourd'hui bloque en fait l'accès aux terres pour les maraîchers sur les petites surfaces et va préférer donner un certain nombre de terres à des grandes terres agricoles qui veulent s'agrandir. Donc, on a premièrement ce problème effectivement d'accès au foncier. Il va falloir régler. Deuxièmement, le réchauffement climatique aujourd'hui va rendre en tout cas l'agriculture du maïs qu'on a ici à profusion de plus en plus difficile. C'est une agriculture qu'il va falloir aider à changer. Donc, il va falloir qu'on se détourne de l'agriculture du maïs. C'est dur à entendre pour une économie qui s'est basée, pour tout un territoire qui est basé sur le maïs, mais il va falloir y penser. Et il aurait peut-être même fallu y penser il y a quelques années déjà, puisque le problème ne va pas en s'arrangeant et il ne faut surtout pas attendre la dernière minute. La troisième chose, c'est qu'on a ce problème, c'est-à-dire on a ce réchauffement climatique encore une fois, qui va nécessiter en fait qu'on fasse des efforts au niveau des transports et donc on réduise les transports et qu'on augmente l'accès à l'alimentation à proximité. Donc cette ceinture verte dont on parle autour de Pau, mais qui doit être généralisée. Et donc il faut vraiment qu'on soit en capacité de permettre aux agriculteurs d'accéder de devenir des maraîchers. Si je peux me permettre, vous évoquez un sujet intéressant qu'est le foncier. Effectivement, et il y a longtemps je le dis, on a un problème du statut du fermage qui se retourne contre les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'exploitants qui ne veulent pas donner leurs terres en location parce qu'ils ont peur de ce que vous évoquez pour la SAFER. En fait, ce sont des terres qui sont mises à disposition de la SAFER. Je ne suis pas d'accord. Je crois que la SAFER joue un rôle de régulation. Il ne faut pas trop critiquer cet organisme. C'est en tout cas un témoignage que j'ai reçu plusieurs fois. Moi, quant à la ceinture verte, il faut quand même que les exploitations soient viables. Il faut qu'il y ait un minimum de chiffre d'affaires pour vivre sur l'exploitation. Les circuits courts, j'entends. Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer les agricultures. Il y a de tout. On a visité des exploitations vraiment à circuit court. On a essayé d'échafauder des idées pour comment, par exemple, je me disais, dans les grandes surfaces, pourquoi on ne réserverait pas un lieu qui permettrait aux circuits courts d'être là de manière indépendante, un peu comme un marché de proximité dans les grandes surfaces. Moi, je pense que je m'excuse de dire ça de cette façon-là, mais je pense que c'est irresponsable de parler comme ça aujourd'hui. Pourquoi c'est irresponsable ? Parce que je pense qu'on doit au contraire accompagner les agriculteurs pour les aider en fait à faire cette transition agricole. On a aujourd'hui atteint la limite planétaire de la pollution. On a dépassé cette limite planétaire. Aujourd'hui, on retrouve des polluants dans les lacs des Pyrénées, on retrouve du plastique dans le corps des gens. On est à un niveau de pollution environnementale qui est très élevé. Et donc, il faut aider l'agriculture dans sa globalité à se dépolluer. Malheureusement, l'agriculture intensive telle qu'elle est aujourd'hui... Mais vous croyez que les agriculteurs vous ont entendu
pour avoir ces réflexions. Non, mais surtout, Allez sur les il faut exploitations. les accompagner, c'est ce que vous voyez je dis. les efforts qui sont faits. Peut-être que c'est pas parfait, mais accompagnons plutôt que Mais je ne veux avoir pas ce côté veux pas blâmer les gens, je veux les un accompagner. côté sanction de dire arrêtez, on peut pas. Je veux Il y pas a un moment, sanctionner. moi je dis n'opposons pas les deux agricultures. Ne les opposons pas. Élections législatives, les débats de l'entre-deux tours sur France Bleu Béarn Bigorre. On n'était pas d'accord. 18h50 sur France Bleu Béarn Bigorre, le troisième débat sur France Bleu Béarn Bigorre pour ces entre-deux tours des élections législatives. Le débat concerne la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Alors on va parler tout de suite des retraites. Je sais que c'est tous les deux un thème évidemment qui vous tient à cœur. Au niveau des retraites, c'est peut-être là que vous avez perdu un peu quelques points, mais je vais donner tout de suite la parole à Cécile Faure. Au niveau des retraites, c'est réalisable ce que vous voulez faire avec la NUPES ? Alors, en tout cas, c'est exactement, enfin, c'est écrit dans le programme, c'est porté par les différents candidats. C'est finançable ? C'est finançable, oui. Alors, Jean-Luc Mélenchon l'explique. C'est finançable par deux leviers principalement. Le premier, c'est en faisant l'égalité efficace, effective entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salaires des femmes sont en moyenne 25% inférieurs à celui des hommes. Et donc, finalement, les prélèvements qu'on peut faire sur leur salaire sont inférieurs de 25% de ceux qu'on fait sur celui des hommes. L'autre façon, il y a une autre poche, on va dire, de finances pour cette retraite à 60 ans, et je crois qu'il y en a même une troisième. Ce qui est important, c'est qu'en fait, c'est un choix de société. C'est un choix de société parce qu'aujourd'hui, on arrive, après une vie de travail, notamment pour les métiers à très haute pénibilité, à ne plus pouvoir profiter de la retraite. Il y a eu un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui expliquait que en fait, les gens qui arrivent à l'âge de la retraite, à 67 ans, et qui ont eu des métiers pénibles, en tout cas, meurent plus jeunes et donc ne profitent pas de la retraite de la même façon. Jean-Paul Mattei, un choix de société, la retraite, vous êtes peut-être un peu... C'est un choix de société, puis c'est un choix de justice sociale. Moi, mon grand regret, effectivement, c'est qu'on ait échoué sur la réforme des retraites. Moi, je faisais partie de la commission spéciale. Il aurait fallu aller jusqu'au bout pour vous. Franchement, j'entends M. Mélenchon dire qu'on a pris le 49.3. Son groupe ont déposé plus de 55 000 amendements dans l'hémicycle. Nous avons eu un blocage parlementaire. On n'a pas pu aller au bout de la discussion. J'ai très mal vécu ce moment. On a siégé près de 100 heures en commission, 110 heures dans l'hémicycle. Et on arrive au 49.3. Et moi, ça me fait sourire quand on dit « Ah ben, le 49.3, non ». Alors, je vais vous dire, moi, j'ai une grande inquiétude. Parce que si la France insoumise est largement majoritaire à l'Assemblée, ou du moins un groupe relativement important, j'espère qu'on aura la majorité, je crains les débats qu'on va avoir. Parce que 3500 amendements par parlementaire... Il ne faut pas craindre la démocratie. Non, mais je suis d'accord. Mais la démocratie, j'ai la liste des amendements qui étaient déposés. Ils n'étaient pas sur le fond. Vous m'écouterez en commission spéciale. Chaque fois, je m'insurgeais qu'on revienne sur le fond. La retraite par points et par répartition n'était pas un si mauvais choix que ça. La fin des régimes spéciaux, quand j'entends M. Mélenchon qui défendait certains régimes spéciaux, moi, les bras m'ont tombé. On faisait de la politique politicienne. Et franchement, je regrette. Alors, OK, la loi était mal présentée. On n'a pas été au bout. On a eu la crise sanitaire. Mais c'était un moment particulièrement difficile. Donc pour vous, il faut travailler jusqu'à 60, 67 ans, 65 ans, 67 ans. Je n'ai pas de dogme. On a un problème de financement. Voilà. D'ailleurs, c'est dit dans le programme. Quand vous lisez votre programme, c'est 40 ans de cotisation. Quelqu'un qui rentre à 23, 24 ans dans la vie active, donc il partira à 64 ans. Donc il ne faut pas mentir aux Français. Aujourd'hui, il y a certaines professions qui ont la retraite qu'à 67 ans. Alors j'entends sur la pénibilité. Vous avez parfaitement raison. Et moi, il me semble qu'on travaille pas assez sur le tutorat, l'accompagnement. On a eu des plans de mise à la retraite anticipée par certaines entreprises qui ont utilisé un peu trop facilement les textes. Et je regrette vraiment qu'on n'ait pas une réflexion sur l'accompagnement et que quelqu'un qui travaille puisse faire passer son savoir-faire. Cécile Faure, comment vous allez faire pour mettre les gens à la retraite à 62 ans ? À 60 ans. Comme je vous le dis, ça fait partie d'un programme qui a c'est sur ça que vous espérez convaincre les électeurs, par exemple, du RN, 16%, quasiment 17% sur votre circonscription.
je ne vais pas en direction des électeurs du RN en particulier. Vous leur parlez pas ? A priori, non, j'en ai pas rencontré. Je parle aux gens avec qui je peux m'entretenir, avec qui on a un certain nombre de valeurs communes. Enfin, moi, j'aimerais quand même préciser que je suis écologiste, je défends les services publics, je suis pro-européenne, mais je suis laïque et universaliste. Et donc, pour moi, ce sont des choses qui sont importantes et que j'emmènerai avec moi à l'Assemblée nationale. Et donc, oui, effectivement, non, je ne parle pas, je ne suis pas, je ne vais pas chercher les voix là où je ne suis pas sûre qu'elles aient un sens. Mais toujours est-il. Allez-y, Jean-Paul Mattei. Mais comment vous allez... Moi, j'ai regardé le programme NUPES. Donc, on déroule le programme de la France Insoumise, qui n'est pas forcément le vôtre. C'est pas la France Insoumise, parce que la NUPES a quand même, été créée avec plein de passages les mesures du programme des proposées écologistes. par M. Mélenchon et l'ensemble de la France Insoumise, qui sont tout à fait respectables. Moi, je suis absolument pas d'accord, mais c'est pas un problème. Et chaque fois, on s'en remettra à la sagesse de l'Assemblée sur certains sujets. Oui. Ça veut dire quoi ? Parce qu'on fait de la démocratie, on va remettre de la démocratie. C'est quelque chose qui a été dit d'ailleurs par certains des députés sortants de La République En Marche, qui se sont sentis comme une chambre d'enregistrement à l'Assemblée nationale. C'est pas mon cas, moi j'ai déposé presque 500 amendements. Je ne dis pas que c'est votre cas. Je dis que c'est important d'avoir des débats et c'est important de les avoir dans cet hémicycle qui est fait pour ça. Je crois que c'est l'intérêt également de la NUPES, c'est qu'on est plein de personnalités issus de différents partis politiques et on va apporter aussi des nuances en fait dans cette... C'est pour ça qu'on n'est pas la France Insoumise, on est le Parti Socialiste, on est le Parti Communiste, on est les écologistes et on va pouvoir discuter de choses avec... il y a des choses qui ne sont pas... On n'est pas d'accord sur tout et je trouve ça très bien qu'on n'arrive pas avec un plat tout cuit. J'essaie de me projeter les rapports qu'il y aura entre les socialistes, les écologistes, les communistes avec qui moi j'avais certains, je dirais, on arrivait à se retrouver sur certains sujets. J'ai fait un rapport par exemple avec Jean-Paul Dufresne sur l'accessibilité. Un sujet peut-être sur lequel vous allez vous retrouver tous les deux, les déserts médicaux. On sait que dans votre deuxième circonscription, évidemment, beaucoup de villages de campagne, on est un peu éloigné des médecins, difficulté d'accéder aux soins. Quelle est votre proposition là-dessus chacun ? Cécile Faure. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'obliger un petit peu la façon dont on oblige les enseignants qui sortent de formation d'aller dans certaines zones. Eh bien, c'est la même chose avec les médecins, de les obliger d'aller passer quelques années dans les zones rurales. Bien évidemment, c'est pas seulement ça, c'est aussi un mélange de ce qui est déjà fait, c'est-à-dire les maisons médicales, tout un effort. Il n'y a pas une solution qui va marcher, il faut tout mettre en place en même temps parce que vraiment, c'est quelque chose qui désespère les populations et qui met en danger en fait des populations aujourd'hui. Alors moi sur le sujet, j'ai beaucoup d'idées. Je crois que il faut que les médecins s'organisent aussi, réfléchissent. Alors on a peut-être un problème du coût de la consultation, 25 €, même si parfois il y a quelques euros supplémentaires pour certaines prestations, bien sûr. Je pense est-ce qu'on peut s'interroger, parce que pour intéresser. Après, dans mon rapport, donc j'évoquais sur l'accessibilité en milieu rural, j'ai proposé que des étudiants en médecine fassent 2 ans de stage en milieu rural pour voir si ça pouvait fonctionner. Après, il faut que les médecins s'organisent aussi. Alors, ça peut être avec l'aide des collectivités, mais il faut aussi qu'ils aient une vision. Alors, il y a des propositions où on allège leurs fonctions administratives pour qu'ils puissent se concentrer sur l'acte médical. Je crois que c'est dans cette piste qu'il faut qu'on aille. Jean-Paul Mattei, en quelques secondes, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux abstentionnistes, aux électeurs du RN, peut-être en tout cas pour ce second tour ? Moi, je pense qu'on a un choix très important dimanche prochain. On n'a pas du tout la même vision, et je relisais encore tout à l'heure le programme NUPES. Je ne partage absolument pas les valeurs. Je pense qu'on peut arriver à améliorer la vie de nos concitoyens, mais par une manière beaucoup plus acceptable, apaisée, je dirais, et pas dans des affrontements qui me semblent stériles. Cécile Faure, vous pouvez encore gagner je l'espère, ça ne dépend pas de moi. Moi, je vais leur dire, donc j'avais préparé une petite conclusion, donc je vais leur dire qu'à mon avis, il y a dans cette circonscription, comme dans le reste du pays, une demande pour plus de justice sociale, pour un meilleur service public, pour des politiques écologiques efficaces. Et le programme que je défends apporte des réponses pragmatiques à ces questions. Et je suis prête à endosser le costume de député et les responsabilités qui vont avec. Et j'espère qu'ils voteront massivement pour nous, pour moi, pour la NUPES. Merci beaucoup Cécile Faure, merci beaucoup Jean-Paul Mattei. Merci du respect également qu'on a vu entre vous deux.